bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. La naissance d'un mythe colombien. La Colombie, au cours de la première moitié du XXe siècle, était un pays marqué par une complexité socio-politique profonde, façonnée par des tensions internes et des transformations économiques majeures. Ce contexte est essentiel pour comprendre les dynamiques qui ont préparé le terrain à l'émergence de figures comme Pablo Escobar. La société colombienne de cette époque présentait une juxtaposition de zones rurales isolées et de villes en pleine expansion, où les disparités de richesse et d'accès aux ressources étaient particulièrement aiguës. Le pays traversait des périodes d'instabilité politique où le conflit entre partis traditionnels, notamment les libéraux et les conservateurs, prenait parfois la forme de violences diffuses, connues sous le nom de la violencia. Ce climat d'incertitude exacerbait le sentiment d'insécurité et favorisait l'installation de réseaux parallèles non étatiques qui allaient plus tard influencer fortement le développement économique informel. Dans les zones rurales, l'absence d'un État fort et d'infrastructures adéquates renforçait l'autonomie locale, alimentant certaines formes d'autorité populaire, parfois en marge des lois officielles. Pablo Emilio Escobar Gaviria est né dans ce cadre le 24 décembre 1949, à Rio Negro, dans la région d'Antioquia, avant que sa famille ne s'installe à Medellín. Sa jeunesse reflète une expérience formatrice dans un environnement où la pauvreté côtoyait l'aspiration à la mobilité sociale. Les premières années de sa vie sont marquées par un système éducatif ordinaire et par une société où les opportunités économiques étaient limitées, particulièrement pour les classes populaires. L'accès aux ressources légales pour améliorer sa condition de vie s'avérait restreint, renforçant l'attrait de solutions alternatives. Le contexte culturel colombien de cette période valorisait l'ingéniosité locale et l'esprit d'entreprise, souvent dans des cadres informels. La population était profondément attachée à des traditions mêlant catholicisme, héritage indigène et coutumes africaines, qui constituaient une toile de fond complexe pour les relations sociales. Dans ce climat, les jeunes cherchaient fréquemment à s'affirmer par leurs propres moyens, parfois hors des voies conventionnelles proposées par la société officielle. Cela créait un terreau propice à l'émergence de figures charismatiques capables d'unifier des clientèles souvent fragmentées. Dès son adolescence, Escobar s'est engagé dans diverses activités économiques à petite échelle, allant de la vente de produits alimentaires à des affaires moins réglementées. Ses premières initiatives témoignent d'une capacité à naviguer entre les réseaux sociaux et économiques disponibles, tout en développant une connaissance pratique des systèmes de contrôle, officieux ou légaux. Ce parcours ne se démarque pas initialement par une violence notable, mais plutôt par une quête de reconnaissance et par une compréhension croissante des mécanismes du pouvoir. Le développement urbain de Medellín jouait un rôle déterminant dans ces trajectoires. La ville, en pleine expansion industrielle, attirait une population rurale importante en quête d'emplois temporaires et de meilleures conditions de vie. Cette urbanisation rapide engendrait toutefois des phénomènes d'exclusion sociale et de marginalisation. Les quartiers populaires s'organisaient souvent autour de réseaux communautaires familiers, mais également de groupes aux méthodes moins orthodoxes pour assurer protection et ressources. Ce contexte était propice à la création de relations clientélistes solides, exploitables par des figures comme Escobar dans leurs ambitions futures. Au niveau national, la Colombie commençait à sentir les premiers impacts du commerce international de drogue, bien que ce phénomène restait alors marginal et peu structuré. Les produits comme la marijuana et la cocaïne étaient reconnus dans certains cercles, mais leur diffusion massive et les profits colossaux qu'ils allaient générer ne se développaient encore qu'en germe. Les autorités, très souvent débordées par d'autres priorités socio-économiques et politiques, ne percevaient pas encore l'ampleur du changement imminent. Dans ce cadre, de nombreux acteurs locaux voyaient dans le commerce illicite un moyen de subsistance supplémentaire. L'enfance et l'adolescence de Pablo Escobar ont ainsi été marquées par un équilibre délicat entre des valeurs familiales traditionnelles et une immersion progressive dans un environnement où le système légal fréquentait les limites de sa capacité d'intervention. La figure paternelle exerçait une influence importante, souvent considérée comme un modèle de travail acharné et de persévérance.
Ce facteur familial contribue à comprendre le moteur psychologique de son parcours, où la notion d'ascension sociale occupe une place centrale, en dépit des moyens parfois contestables employés. L'histoire socio-économique du pays, mêlée à l'expérience personnelle de Pablo Escobar, crée une trame propice à l'étude des ambivalences qui le caractérisent. Ce jeune homme issu des classes populaires colombiennes incarne la complexité d'une époque où les frontières entre légalité et illégalité étaient poreuses, où les figures dites hors la loi pouvaient aussi acquérir une forme de légitimité au sein de la population locale. Ce phénomène s'explique notamment par un sentiment généralisé d'abandon de la part des institutions publiques, auquel s'ajoute une aspiration à l'amélioration des conditions de vie, souvent enclenchée par ceux qui choisissent que des chemins alternatifs. Dans ce contexte, comprendre la trajectoire d'Escobar revient à prendre en compte les dimensions historiques, sociales et économiques qui l'ont nourri. La Colombie de ce temps était un Frag Michael fragile, où les changements rapides, les conflits politiques et les inégalités profondes se croisaient pour créer des espaces d'action multiples, parfois contestés, souvent ambigus. C'est dans cette configuration que s'inscrit la naissance de ce mythe colombien. Figure à la fois rejetée et célébrée selon les perspectives envisagées. La naissance d'Escobar, comme acteur central de l'histoire colombienne, ne peut donc pas se réduire à la biographie individuelle. Son parcours est indissociable des phénomènes historiques massifs qui ont traversé la Colombie pendant plusieurs décennies. Comprendre ce lien permet d'éviter un jugement simpliste ou sensationnaliste et invite à une réflexion plus nuancée sur les raisons et mécanismes qui ont conduit à l'apparition d'un personnage si controversé, à la croisée des chemins entre le banditisme et l'engagement populaire. Cette analyse du contexte initial prépare le terrain pour examiner ensuite les étapes ultérieures de son ascension, ainsi que les conséquences profondes de son action sur la société colombienne et au-delà. Le récit se poursuit ainsi en explorant la transformation progressive d'un jeune homme marqué par son époque, en un acteur politico-économique d'envergure, capable d'influencer durablement l'histoire sociale et criminelle d'un pays. Le visage de Pablo Escobar. Escobar a su créer un réseau d'influence fondé sur la violence, certes, mais aussi sur une stratégie de soutien aux populations défavorisées de sa région natale. Son image de Robin des Bois, local, tient à son investissement dans des projets de construction, de logement et d'infrastructures. Par ses actions, il a gagné la loyauté d'une partie importante de la communauté, qui le voyait comme un bienfaiteur capable d'apporter un certain équilibre social, même si cet équilibre reposait sur des activités illicites. L'examen objectif de son parcours souligne combien l'homme n'était pas seulement un trafiquant de drogue, mais aussi un produit des circonstances de son époque. La Colombie des années 70 et 80 était marquée par des tensions politiques, économiques et sociales fortes, avec un État débordé qui peinait à répondre aux besoins des populations rurales et urbaines pauvres. Escobar a exploité ces failles pour bâtir son empire, mais aussi pour s'insérer dans des réseaux locaux où le pouvoir étatique était perçu comme distant et parfois oppressif. L'immense fortune qu'il amassa lui permit de jouer un rôle hors norme, contesté par les autorités comme par les citoyens qu'il prétendait aider. Cette richesse est apparue comme un levier de pouvoir autant que comme un moyen d'assistance sociale, illustrant cette ambivalence fondamentale. Le mélange de générosité et d'extrême violence qu'il employa n'a cessé de susciter des débats sur sa nature profonde et sur l'impact réel de ses actions dans la société colombienne contemporaine. Historiquement, Pablo Escobar est souvent associé à la mécanisation et à l'industrialisation du trafic de cocaïne, transformant un marché artisanal en une machine à grande échelle. Cette transition a eu des conséquences majeures, affectant non seulement la Colombie, mais aussi les pays consommateurs et les politiques internationales. La dimension globale de son activité explique en partie pourquoi son nom est devenu synonyme de narcotrafic à l'échelle planétaire, tout en alimentant une mythologie complexe autour de sa personne. On observe également que l'homme fut habile à manipuler les symboles culturels et sociaux, se positionnant comme un défenseur des valeurs populaires et agissant parfois en opposition à l'élite politique et économique. Ce positionnement, exacerbé par les récits oraux et les médias, a contribué à forger une image ambivalente, où l'on peut voir à la fois un défiant de l'ordre établi et un individu profondément impliqué dans les systèmes de pouvoir clandestins. Son influence
a dépassé le cadre strictement criminel pour toucher aux sphères politiques et sociales, suscitant des alliances comme des inimitiés décisives. La complexité de son profil réside également dans son rôle de pionnier du crime organisé moderne, où la frontière entre légalité et illégalité devient floue, et où le charisme personnel peut rivaliser avec les institutions officielles. Cela génère une réflexion sur la nature du pouvoir et de la légitimité dans les sociétés contemporaines. À travers les multiples facettes de sa vie, il apparaît que Pablo Escobar n'était pas un monstre unidimensionnel, mais un personnage multifacette dont les contradictions reflètent celles d'un pays en quête d'identité et de justice. Ces paradoxes alimentent encore aujourd'hui les analyses académiques, les débats publics et les récits populaires, montrant combien sa figure incarne à la fois les excès et les espoirs d'une époque. L'étude de sa trajectoire met en lumière les mécanismes par lesquels une personne peut accumuler un pouvoir considérable en jouant sur les failles sociales et institutionnelles, tout en cultivant une certaine forme d'humanité dans ses relations avec une partie de la population. Cette capacité à conjuguer brutalité et générosité, fascination et répulsion, constitue un élément central de la compréhension de son impact durable. La mémoire collective colombienne conserve ainsi des images contrastées. Un homme capable d'aménager des écoles et des terrains de football, tout en orchestrant des actions meurtrières contre ses ennemis et les autorités. Cette dualité nourrit à la fois la peur et l'admiration, la condamnation et la nostalgie, témoignant de la complexité intrinsèque à son personnage et au contexte où il a émergé. Des témoignages de personnes ayant vécu à proximité de ces domaines rappellent qu'il suscitait parfois un respect mêlé de crainte, étant à la fois une figure d'autorité et un acteur essentiel du quotidien, capable d'offrir protection et travail dans un environnement marqué par le manque. Cette relation ambivalente entre Escobar et sa communauté contribue à expliquer pourquoi certains le perçoivent encore comme un héros populaire malgré les aspects criminels évidents de son empire. Plus largement, la place de Pablo Escobar dans l'histoire colombienne invite à une réflexion approfondie sur les liens entre violence, pauvreté, pouvoir et résistance dans les sociétés marquées par des inégalités fortes. Son existence illustre combien le phénomène de la criminalité organisée peut être à la fois un symptôme et un facteur des dynamiques sociales et politiques d'une nation. L'analyse de son héritage ne se limite pas au domaine du crime, mais englobe également les transformations opérées dans la société colombienne et les répercussions internationales. Cela inclut les politiques de répression, les mouvements sociaux, ainsi que les productions culturelles et médiatiques qui continuent de remodeler son image à travers différentes perspectives. Enfin, cette exploration du visage complexe de Pablo Escobar ouvre la voie à la compréhension des mécanismes à l'œuvre dans la construction des figures controversées qui dépassent le simple classement moral. Elle permet d'appréhender la manière dont les individus peuvent incarner des réalités sociales contradictoires et comment ces réalités influencent sur la mémoire collective et les représentations historiques. Ainsi se conclut ce regard mesuré sur la personnalité ambivalente de Pablo Escobar, dont l'influence et la légende continuent de marquer profondément l'histoire de la Colombie, préparant le terrain pour l'approfondissement des aspects liés à son impact sur les sphères internationales et politiques que nous aborderons dans la suite de notre analyse. L'ascension dans le narcotrafic. Le contexte socio-économique de la Colombie dans les années 70 et 80 a profondément façonné l'émergence du trafic de drogue. À cette époque, le pays était marqué par une pauvreté généralisée, une inégalité marquée entre les régions rurales et urbaines, ainsi que par des opportunités limitées pour une grande partie de la population. L'absence d'infrastructures solides et la faiblesse des institutions publiques favorisaient un terreau propice à l'essor d'activités illicites. C'est dans ce cadre que la cocaïne, dont la production reposait essentiellement sur les feuilles de coca cultivées dans les zones andines, est devenue une ressource économique majeure. Pablo Escobar n'était initialement qu'un des nombreux acteurs dispersés dans le trafic de cocaïne. Son ascension s'est produite progressivement sur plusieurs années, en multipliant diverses activités complémentaires. Il a commencé par des opérations modestes, s'attachant à comprendre toutes les étapes logistiques nécessaires au transport de la drogue, des plantations jusqu'au marché américain. Son sens aigu des affaires lui a permis d'optimiser ses réseaux en évitant les contrôles et en forgeant des alliances stratégiques. Plus que la violence, c'est souvent sa capacité à gérer les risques et à exploiter les failles du système
qui a donné une dimension particulière à sa carrière. Les trafiquants de l'époque exploitaient largement les réseaux de corruption locaux et nationaux. L'argent de la drogue entrait dans toutes les sphères, infiltrant certains fonctionnaires, policiers et responsables politiques. Cette réalité favorisait une sorte de complicité silencieuse qui consolidait la puissance des cartels. Ainsi, la lutte contre le narcotrafic était constamment ralentie par des contradictions internes au sein même des institutions. La faiblesse des lois anticorruption et l'insuffisance des moyens alloués rendèrent les opérations de démantèlement partielles et ponctuelles. Par ailleurs, l'attachement de la population aux structures traditionnelles et communautaires jouait un rôle essentiel. Dans plusieurs régions isolées, les barons de la drogue apparaissaient comme des figures capables d'apporter un soutien financier et social que l'État n'assurait pas. Ces hommes, dont la fortune grandissait à travers des pratiques illégales, finançaient la construction d'écoles, d'églises et de routes, consolidant ainsi une image de protecteur. Cette ambivalence entre la criminalité et le rôle social a nourri un imaginaire collectif complexe dans lequel Pablo Escobar est à la fois redouté et admiré. L'organisation mise en place par Escobar et ses alliés s'est étendue sur plusieurs continents. Elle reposait sur un système sophistiqué d'entrepôts, de réseaux de distribution et de circuits financiers invisibles. Cette internationalisation a nécessité la création d'infrastructures dédiées, telles que des pistes d'atterrissage clandestines et des sous-marins improvisés pour le transport maritime. La capacité d'innovation et d'adaptation face aux pressions des autorités était une caractéristique notable de ces opérations, illustrant le degré d'ingéniosité employé pour maintenir le flux de cocaïne vers les marchés lucratifs. La dimension politique a également été déterminante. Pablo Escobar savait utiliser son influence et ses ressources pour peser dans certains cercles du pouvoir. Son implication dans la politique locale et nationale, tout en restant officieusement, lui a assuré une protection relative et la possibilité d'orienter certaines décisions. Cette stratégie de double jeu entre pouvoir officiel et marge informelle illustre la complexité des rapports entre le crime organisé et les institutions étatiques. Elle a notamment rendu difficile l'élaboration d'une politique cohérente et efficace contre le narcotrafic. Les médias et la culture populaire ont largement contribué à façonner l'image d'Escobar. Si certains le dépeignaient comme un criminel violent et dangereux, d'autres, notamment dans les quartiers marginalisés, voyaient en lui un héros capable de défier un système oppressif. Cette perception ambivalente s'explique par l'impact concret de ses actions philanthropiques et par la mise en scène médiatique orchestrée auprès de la population. Le récit de son ascension s'est ainsi inscrit dans une trame plus large mêlant réalité, mythes et interprétations diverses, ce qui compliquait toute analyse manichéenne. Sur le plan économique, la cocaïne est devenue l'une des marchandises les plus rentables, générant des milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année. Cette richesse considérable a obligé les autorités internationales à prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Cependant, les efforts concertés se heurtaient souvent à des obstacles logistiques et politiques. Les fluctuations des marchés et la persistance des inégalités dans les pays producteurs rendaient difficile la mise en place de solutions durables. La dynamique du trafic s'est ainsi inscrite dans un cycle où la demande croissante stimulait continuellement l'offre. Le contexte régional jouait un rôle analogue. La collaboration entre différents groupes criminels, parfois rivaux, mais souvent complémentaires, favorisa la circulation des matières premières et des produits finis. Cette coopération œuvrait par le biais de réseaux transnationaux qui profitèrent des périodes de faiblesse institutionnelle dans certains pays d'Amérique latine. L'environnement géopolitique, marqué par la guerre froide et ses alliances, influençait également indirectement la gestion et la visibilité de ces cartels. Les priorités des grandes puissances, souvent axées sur des enjeux militaires, laissaient peu d'espace à une action ciblée contre le narcotrafic. Le profil de Pablo Escobar se distingue par une combinaison inhabituelle de pragmatisme, d'ambition et de sens politique. Son parcours personnel montre une progression mesurée, où chaque décision était calibrée pour consolider sa position tout en minimisant les risques immédiats. Il a su recruter et fidéliser un nombre important de collaborateurs, construisant une organisation à échelle industrielle. Cette structure hiérarchisée et rigoureuse contrastait avec l'image simplifiée du criminel isolé.
Elle illustre la dimension entrepreneuriale du trafic de drogue, souvent méconnue dans les représentations populaires. L'impact social de cette accumulation de pouvoir et de richesse s'est manifesté dans plusieurs domaines. La prospérité apparente de certaines zones s'est accompagnée d'une exacerbation des tensions sociales, d'une criminalisation accrue et d'une polarisation politique. La violence liée à la défense des territoires et au contrôle des flux a généré des conséquences durables pour les populations locales. Le développement économique fondé sur des activités illégales posait des défis éthiques mais aussi pratiques pour les gouvernements, confrontés à la nécessité de restaurer la légitimité de l'État. Enfin, cette période de l'histoire colombienne, marquée par l'ascension de figures telles que Pablo Escobar, offre un exemple révélateur des dynamiques complexes entre économie informelle, pouvoir politique et société civile. Elle invite à une réflexion approfondie sur les causes profondes du phénomène, au-delà des jugements simples, ouvrant la voie à une meilleure compréhension des enjeux contemporains liés au narcotrafic. La suite de ce récit permettra d'explorer plus précisément les mécanismes spécifiques qui ont rendu cette ascension possible et les conséquences qu'elle a engendrées à l'échelle régionale et internationale. Le pouvoir et la violence. Le pouvoir exercé par Pablo Escobar en Colombie représente un phénomène complexe, mêlant violence et contrôle social. Sa montée au sommet du trafic de drogue s'accompagne d'un emploi habile de la peur, mais également d'une tentative de légitimation auprès des populations locales. Dès ses débuts, il s'apparente à une figure capable de transcender les règles ordinaires de la société, utilisant à la fois la menace explicite et une forme de protection communautaire largement médiatisée. L'imposant réseau que Escobar a tissé repose sur des pratiques de coercition variées. L'intimidation n'est jamais confinée aux cercles étroits du crime organisé. Elle s'étend aux institutions publiques, touchant police, juges et hommes politiques. Cette pression omniprésente vise à neutraliser toute opposition, à sécuriser ses activités illégales et à consolider son influence. La multiplication des assassinats ciblés s'inscrit dans cette stratégie, instaurant un climat de terreur calculé. Cependant, cette dominance ne s'appuie pas uniquement sur la violence brutale. Une part essentielle de son pouvoir se manifeste par l'investissement dans des actions dites sociales. En construisant des logements, en finançant des infrastructures, il gagne la faveur d'une partie de la population la plus démunie, qui voit en lui un protecteur face à un État parfois défaillant. Cet aspect nourrit une image ambivalente, mêlant crainte et reconnaissance. Les mécanismes de contrôle développés par Escobar font appel à une forme de clientélisme, fondée sur des échanges directs entre lui et les habitants des quartiers populaires. Ces relations humaines, bien que construites sur la domination, offrent une forme d'accès aux ressources et à une protection quasi personnalisée, consolidant ainsi la loyauté locale. Ce modèle s'appuie sur une organisation interne rigoureuse, où la discipline et la fidélité garantissent le maintien du pouvoir. Parallèlement, le contexte social et politique colombien de l'époque favorise l'émergence de ce phénomène. L'absence d'une autorité centrale forte et la persistance des inégalités économiques créent un terreau propice à l'acceptation tacite des figures hors la loi capables de pallier les carences institutionnelles. L'insécurité généralisée parmi les populations fragiles rend plausible le recours à cette forme d'autorité parallèle. Les moyens pour diffuser la peur ne se limitent pas aux actes violents visibles. L'intimidation psychologique joue un rôle majeur. Les rumeurs, les disparitions mystérieuses, l'omniprésence de la menace servent à maintenir une atmosphère où l'opposition se trouve rapidement dissuadée. Ce pouvoir invisible agit en arrière-plan, renforçant la perception d'un contrôle total sur la société. Les actions publiques d'Escobar, telles que la construction de terrains de sport ou de dispensaires, participent à une stratégie d'image afin d'atténuer les répercussions négatives de ces activités. Cette stratégie trouve écho dans une partie des médias locaux, où il est parfois présenté comme un bienfaiteur plutôt qu'un criminel. Ce mythe construit alimente une légende urbaine autour de sa personne, difficile à démêler de la réalité objective. Analyser l'utilisation de la violence pour asseoir ce pouvoir demande de prendre en compte les dimensions sociales et culturelles spécifiques à la Colombie. La perpétuation d'un système de violence durable s'inscrit dans une histoire marquée par les conflits armés internes et la contestation de l'autorité étatique. Escobar apparaît ainsi à la fois
comme un produit de son temps et un acteur qui exacerbe ces dynamiques. L'action de cette figure emblématique du trafic international de drogue entraîne une remise en question des notions traditionnelles de pouvoir. En effet, son influence dépasse largement le cadre strict de la criminalité pour s'imposer dans le champ politique et économique national. Ce phénomène exemplifie la porosité entre le légitime et l'illégitime dans les contextes de crise profonde. Le contrôle territorial exercé par son organisation repose sur une double logique, à la fois coercitive et séduisante. La violence opère de manière dissuasive, tandis que les réseaux d'entraide locale développent un sentiment d'appartenance et de gratitude. Cette combinaison complexe rend difficile la mobilisation collective contre son autorité et favorise l'enracinement durable de son empire. Il est aussi nécessaire d'observer les interactions avec les autres acteurs de la société, notamment l'État colombien et les forces internationales. Les tentatives répétées de répression soulignent l'ambiguïté des rapports de force, où corruption, collusion et affrontements armés alternent. La persistance du pouvoir d'Escobar, malgré ses pressions, témoigne de la solidité de son contrôle. Cette analyse révèle donc un usage du pouvoir qui embrasse la totalité des leviers à disposition, oscillant entre l'oppression et le don. L'ambivalence de sa figure se manifeste dans ce continuum où se mêlent peur et gratitude, violence et générosité. Comprendre cette dualité est essentiel pour appréhender non seulement une personnalité historique, mais aussi les mécanismes profonds des sociétés marquées par la criminalité organisée. À travers l'étude de ces mécanismes, il apparaît clairement que Pablo Escobar ne peut être réduit à une image simpliste. Son pouvoir s'incarne dans une réalité construite à la fois par la peur extrême qu'il impose et par le recours à des formes d'intégration sociale atypiques. Cette complexité invite à réfléchir sur la nature même du pouvoir dans des contextes de fragilité étatique. L'importance de cette dualité se manifeste également dans la mémoire collective colombienne. Pour certains, Escobar demeure une figure montrant qu'il est possible de s'élever par soi-même, au prix d'une violence assumée. Pour d'autres, il représente l'incarnation du mal et de la déchéance morale. Cette polarisation témoigne de la difficulté à départager faits et légendes dans le récit national. L'usage stratégique de la violence comme outil politique et social par Escobar offre un exemple exemplaire de pouvoir non institutionnel, où la force brute devient un moyen de parvenir à des fins qui transcendent la sphère du crime. Cette force crée un ordre parallèle, fondé sur une logique interne respectée par ceux qui vivent sous sa domination. Cette dynamique se nourrit aussi de la capacité d'Escobar à incarner simultanément plusieurs rôles, celui de chef, de protecteur et de redoutable adversaire. Cette polyvalence lui permet d'adapter ses discours et ses actions à différentes interlocutions, renforçant ainsi la portée et la durabilité de son influence. Les mécanismes de contrôle déployés impliquent également une surveillance constante des territoires sous influence, avec un réseau d'informateurs et une structure hiérarchique bien définie. Cette organisation sophistiquée garantit la fluidité des opérations et la réactivité face aux menaces externes, renforçant le sentiment d'omniprésence du pouvoir. La peur, dans ce contexte, s'impose comme un instrument rationnel et calculé, utilisé pour orienter les comportements et éviter la dissidence. Ce choix stratégique s'oppose à une gestion plus traditionnelle du pouvoir, fondée sur la loi et la justice, illustrant une autre forme de gouvernance, ancrée dans la domination par la force. Enfin, cette analyse permet d'observer que le pouvoir d'Escobar s'inscrit dans une dialectique entre destruction et construction sociale. Si la violence détruit des vies et des institutions, l'action sociale contribue en parallèle à créer des formes inédites de solidarité. Ce paradoxe actuel dans son héritage continue d'alimenter les débats historiques et sociologiques contemporains. Ce regard nuancé ouvre la voie au chapitre suivant, qui abordera plus en détail les relations entre Pablo Escobar et les populations colombiennes, en mettant l'accent sur la perception et les réactions suscitées par sa figure ambivalente. L'image publique et les actes philanthropiques. L'image publique de Pablo Escobar présente un paradoxe fascinant, oscillant entre l'image d'un criminel impitoyable et celle d'un bienfaiteur populaire. Cette dualité s'explique en partie par les actions philanthropiques qu'il a entreprises, souvent dans le but de consolider son influence au sein des communautés locales. Escobar a investi des sommes considérables dans la construction de logements, d'écoles et de terrains de sport.
ce qui lui a valu l'admiration d'une partie de la population colombienne, en particulier dans les quartiers démunis. Ces initiatives répondaient à une stratégie consciente visant à se poser en défenseur des plus démunis. La réalité sociale colombienne à l'époque est essentielle pour comprendre cet aspect de son personnage. Dans un pays marqué par d'importantes inégalités, l'absence d'un État fort laissait un vide que des figures comme Escobar pouvaient s'efforcer de combler. La pauvreté généralisée et le manque d'accès aux services de base rendaient ses dons particulièrement visibles et appréciés. C'est ainsi qu'aux yeux de certains villageois et citadins, Escobar n'était pas seulement un narcotrafiquant, mais aussi une sorte de Robin des Bois moderne, offrant un soutien matériel dans un contexte d'abandon institutionnel. Ses actions philanthropiques ne sauraient toutefois occulter la violence et la cruauté qui définissaient également son parcours. Cependant, cette ambivalence a profondément marqué l'imaginaire populaire colombien. Itinérant entre le rôle de dandy et celui de parrain, Escobar a su cultiver une image publique qui, lors de ses apparitions publiques, semblait personnifier à la fois la menace et la protection. Son charisme, conjugué à ses dons généreux, lui a permis de tisser un lien particulier avec certaines couches de la population qui voyaient en lui une figure capable de rétablir un certain ordre social. L'exploitation de cette image populaire par Escobar fut tout autant un outil de pouvoir qu'une réponse stratégique. En soutenant directement les communautés marginalisées, il a gagné leur loyauté, servant ainsi ses intérêts économiques et politiques. Par exemple, dans plusieurs villages, les habitants protégeaient activement ces opérations, refusant de coopérer avec les forces de l'ordre, ce qui compliquait considérablement les tentatives de répression. Ce phénomène illustre comment une figure criminelle peut se fondre dans le tissu social à travers une combinaison de peur, gratitude et pragmatisme. Loin d'être un simple parrain de la drogue, Escobar a aussi utilisé les médias locaux à son avantage, diffusant des images de lui en train d'inaugurer des projets sociaux, renforçant ainsi son aura de bienfaiteur. Cette stratégie de communication préfigurait les pratiques modernes de gestion d'image. Par ailleurs, les fêtes et rassemblements qu'il organisait offraient à la population un rare moment de fête et d'insouciance, contrastant avec un quotidien autrement marqué par la précarité. Ces événements contribuaient à renforcer son implantation locale. Il convient également de noter que cette posture de philanthrope contribuait à sa légitimité politique. Durant les années 80, Escobar a tenté d'entrer dans la sphère politique officielle, visant à légitimer son pouvoir non seulement par la force, mais aussi par une reconnaissance formelle. Sa courte carrière de député illustre sa volonté d'inscrire ses actions dans un cadre institutionnel, même si son passé compromettait ses ambitions. Cette tentative politique s'inscrit dans une logique plus large, qui vise à montrer que son influence dépassait largement le cadre criminel. Malgré tout, les actions sociales d'Escobar restaient inextricablement liées à son empire de la drogue. Les fonds permettant ces projets provenaient directement des profits générés par le trafic de cocaïne, ce qui soulève des questions éthiques complexes. Certains experts soulignent que ce type de mécénat ne fait qu'instrumentaliser la pauvreté pour asseoir une domination illégitime. Néanmoins, pour les bénéficiaires immédiats, l'aide matérielle conférait un véritable soulagement, même si elle était empreinte de violence et d'illégalité. L'image de Pablo Escobar comme protecteur du peuple s'est aussi diffusée à travers de nombreux récits oraux et légendes urbaines. Ces mythes, parfois amplifiés au fil du temps, contribuent à une mémoire collective ambivalente. Ils participent à une forme de folklore criminel, dans lequel la figure d'Escobar dépasse sa simple réalité historique pour incarner une sorte de mythe social. Cette construction narrative reflète moins les faits objectifs que les aspirations et frustrations d'une société en quête de repères. Par ailleurs, la proximité d'Escobar avec ses partisans lui permettait d'intervenir directement dans des situations de conflit ou de tensions locales. Sa capacité à arbitrer des différends, à distribuer des ressources ou à offrir une forme de justice alternative a renforcé son statut quasi institutionnel dans certaines régions. Ce rôle de médiateur parallèle aux institutions officielles participe également à expliquer pourquoi il fut perçu comme un héros populaire, malgré ses activités criminelles. Toutefois, il ne faut pas minimiser le poids du terrorisme qu'il a exercé pour établir sa domination. Les assassinats, extorsions et intimidations faisaient partie intégrante de son modus operandi.
Cette violence structurait un climat de peur qui, paradoxalement, contribuait aussi à discipliner les populations locales et à assurer la pérennité de son pouvoir. Les actions philanthropiques, loin d'annuler ce contexte, s'inséraient dans un équilibre précaire entre coercition et séduction. Il est également pertinent d'observer la réaction des autorités face à ce double visage. L'État colombien s'est trouvé face à un dilemme complexe. Comment lutter contre un individu capable à la fois de déstabiliser le pays par ses crimes et de gagner la sympathie d'une partie de la population par ses actions sociales? Ce défi a conduit à des stratégies souvent contradictoires, mêlant répression violente et tentatives de négociation, ce qui reflète la difficulté de combattre une figure à la fois symbole de violence et de solidarité. Enfin, cette ambivalence d'image a perduré bien après la mort d'Escobar, influençant la perception collective et les représentations culturelles autour de son personnage. Documentaires, romans et séries télévisées continuent d'explorer cette tension entre le criminel et le héros, révélant la complexité de son héritage. Comprendre cette dualité est essentiel pour appréhender non seulement l'histoire de Pablo Escobar, mais aussi les dynamiques sociales qui sous-tendent les phénomènes de criminalité organisés dans certains contextes. Ainsi, l'analyse de l'image publique de Pablo Escobar met en lumière le rôle des actions philanthropiques dans la construction d'un capital symbolique. Leur impact dépasse le simple geste charitable pour devenir un instrument de pouvoir, capable d'influencer les perceptions et d'assurer une forme de légitimité au sein des communautés. Ce phénomène souligne la manière dont les figures criminelles peuvent réinterpréter les formes de pouvoir traditionnelles, en usant de la solidarité comme d'un levier politique et social. Cette réflexion conduit naturellement à s'interroger sur les mécanismes qui permettent à une figure aussi controversée de s'imposer dans le paysage social et politique. Elle ouvre, entre autres, une perspective sur les interactions entre violence, charité et construction identitaire dans des sociétés confrontées à l'exclusion et à la désaffection des institutions classiques. À travers ce prisme, le cas d'Escobar constitue un exemple d'analyse précieux pour comprendre les rapports entre crime organisé et société. Il s'agit maintenant d'examiner plus en détail les conséquences à long terme de cette image complexe et les traces qu'elle a laissées dans la mémoire collective colombienne, afin de mieux cerner l'héritage durable de cette figure historique. La relation avec l'État et la politique. La relation complexe entre Pablo Escobar et l'État colombien reflète un jeu d'influence et de tension qui a marqué profondément l'histoire politique et sociale du pays dans la seconde moitié du XXe siècle. Escobar n'était pas seulement un trafiquant de drogue, il était aussi un acteur qui a tenté, par divers moyens, de s'insérer dans les dynamiques institutionnelles. Cette interaction s'est manifestée à travers plusieurs niveaux, où coexistaient à la fois confrontation et négociation avec les autorités. Comprendre cet aspect de son parcours permet d'apprécier la nature ambivalente de sa figure, entre défi à l'ordre établi et manipulation des mécanismes politiques. Dès ses premiers succès dans le trafic de cocaïne, Escobar a reconnu l'importance d'exercer une forme de pouvoir politique pour garantir ses opérations. Il investit donc dans des liens étroits avec certains acteurs locaux, cherchant à s'intégrer au système plutôt que de rester en marge. Cette stratégie visait à acquérir une forme de légitimité qui pouvait le protéger des poursuites judiciaires et, simultanément, renforcer son influence dans les territoires où il exerçait son contrôle. Sa démarche illustrait un pragmatisme marqué, qui consistait à utiliser la politique comme un outil de pérennisation de son empire. Il faut noter que la Colombie, à cette époque, faisait face à des défis institutionnels importants, caractérisés par des structures étatiques fragiles et une corruption répandue. Escobar a exploité cette vulnérabilité à son avantage, profitant des failles dans le système judiciaire et policier pour étendre son pouvoir. Cette réalité souligne l'ambiguïté de la relation entre narco et État, qui n'apparaît jamais comme une opposition frontale pure, mais souvent comme une zone grise de complicité tacite ou explicite. La personne d'Escobar devient alors ce lien ambivalent entre légalité et illégalité. Les tentatives d'Escobar pour s'inscrire dans la sphère politique sont particulièrement révélatrices de cette dynamique. Il s'est présenté comme candidat au Congrès national, cherchant ainsi à obtenir une reconnaissance formelle par les institutions. Bien que son accès ait été entravé par des opposants politiques et des critiques,
Cette initiative démontre son désir de dépasser le simple cadre criminel pour s'imposer comme une figure influente à l'échelle nationale. Par cette démarche, il ambitionnait d'intégrer un système légal tout en conservant ses activités illicites, ce qui illustre une double logique propre à son modus operandi. Il est également important de considérer les tentatives d'Escobar pour influencer les décisions politiques par le biais de la philanthropie et du clientélisme. Propriétaire d'une immense fortune, il finançait la construction d'infrastructures dans certains quartiers démunis, gagnant ainsi la gratitude d'une partie de la population locale et créant un réseau de fidélité. Ce capital politique de terrain lui offrait une protection sociale nécessaire face aux pressions de l'État. Cela correspond à une stratégie où l'argent devient un vecteur d'influence, transcendant les barrières formelles du pouvoir étatique traditionnel. Ainsi, Escobar s'est positionné comme un acteur incontournable. Sur le plan législatif, ses actions ont également suscité des réactions, notamment avec l'adoption de lois renforçant la lutte contre le narcotrafic. Le gouvernement colombien, sous la pression internationale notamment des États-Unis, a multiplié les mesures pour limiter l'expansion des cartels. Cela a conduit à un renforcement des forces de l'ordre et à une intensification des poursuites judiciaires contre Escobar et ses associés. Cette réponse étatique intense traduisait le caractère contradictoire de la situation. Malgré certaines complicités tacites, l'État affirmait fermement sa vocation à rétablir le monopole de la violence. La confrontation politique a atteint un point culminant lorsqu'Escobar a commencé à menacer directement des responsables gouvernementaux, suscitant ainsi un climat de violence et d'instabilité. Les risques encourus pour l'ordre public ont conduit à une escalade des moyens employés par l'État, incluant la création d'unités spéciales et l'intervention militaire. Cette phase révèle combien la relation entre Escobar et l'État s'inscrit dans un contexte mouvant, oscillant entre tentatives d'influence, confrontation ouverte et destruction mutuelle. L'équilibre initial fondé sur la peur et le compromis s'est progressivement transformé en une guerre ouverte. Par ailleurs, l'image d'Escobar comme Robin des Bois dans certains quartiers de Medellín influe également sur sa relation avec les autorités. Ce statut populaire le protège partiellement en complexifiant l'action de l'État, qui doit composer avec une population souvent divisée entre rejet et admiration. Le politicien et la police ne pouvaient ignorer cet aspect socio-culturel qui a prolongé la durée de son influence. Cela souligne un paradoxe central. La force de l'État peut être contestée par des figures marginales, mais la contestation elle-même trouve parfois ses racines dans des demandes sociales non satisfaites. Dans cet environnement, Escobar a également travaillé à la mise en place d'un réseau d'informateurs et d'alliés parmi les fonctionnaires et les politiciens, étendant ainsi son champ d'action bien au-delà du domaine criminel. Ce système d'infiltration a nui gravement à l'intégrité des institutions et rendu leur fonctionnement plus complexe. La délinquance organisée se trouve partiellement intégrée dans le tissu même de la gouvernance locale et nationale, brouillant les lignes entre pouvoir légal et abus de pouvoir. L'effet conjoncturel est une incapacité récurrente à écrire une politique cohérente sans compromis. Enfin, il est crucial de souligner que cet entrelacement entre Escobar et l'État colombien a eu des répercussions durables après sa chute. De nombreux mécanismes installés durant cette période influencent encore aujourd'hui la gestion politique du pays. La mémoire collective garde trace de cette époque comme d'un moment où les structures étatiques et les forces informelles se sont entremêlées dans des relations ambivalentes, parfois conflictuelles, parfois coopératives. La complexité de cette histoire invite à une réflexion approfondie sur la nature du pouvoir, ses limites et les formes qu'il peut prendre face à des défis non conventionnels. Pour conclure cette analyse, il apparaît clairement que la relation entre Pablo Escobar et l'État colombien ne peut se réduire à un simple affrontement. Elle révèle un rapport dialectique fondé sur l'ambiguïté, mêlant coopération et antagonisme. Cette interaction a joué un rôle clé dans la dynamique politique et sociale du pays, modifiant profondément son organisation. La compréhension de cette période offre une perspective précieuse sur les mécanismes de pouvoir et la manière dont un personnage controversé a pu influer durablement sur la trajectoire d'un État moderne. Ainsi se prépare l'examen plus approfondi des conséquences stratégiques et humanitaires que ce lien a engendré, en ouvrant la voie à la réflexion sur la transformation des institutions et la réinvention de l'ordre social.
Les mythes entourant Pablo Escobar. Les récits autour de la vie de Pablo Escobar se démarquent par leur complexité, mêlant vérité historique et nombreuses légendes populaires. Escobar, figure emblématique du cartel de Medellín, est souvent dépeint de façon polarisée, tantôt comme un criminel impitoyable, tantôt comme un protecteur des populations modestes. Cette dichotomie alimente des mythes variés, qui persistent depuis plusieurs décennies. Comprendre ces récits demande une approche nuancée, différenciant clairement les faits établis des exagérations qui ont trouvé leur place dans la culture collective. Pablo Escobar est naturellement associé à son empire de la drogue, dont l'ampleur est incontestée. Il dirigea l'un des trafics d'héroïne, de cocaïne et d'autres substances les plus puissants au monde. Son réseau socio-économique lui a permis d'acquérir une influence considérable sur le territoire colombien, notamment dans la région de Medellín. Cette influence ne se limite pas aux affaires illégales. En effet, Escobar a investi dans des projets sociaux, construisant des logements pour les populations pauvres et finançant des infrastructures locales. Cette réalité donne naissance à une image paradoxale, celle d'un malfaiteur généreux envers les siens. Parmi les mythes les plus persistants, celui d'Escobar en tant que Robin des Bois colombien occupe une place importante. Ce mythe repose sur le fait qu'il redistribuait une part de ses profits aux habitants démunis. Il offrait ainsi une forme d'aide sociale que l'État colombien n'assurait pas toujours, notamment dans certains quartiers marginalisés. Cette image contribue à expliquer une certaine tolérance ou même un soutien envers Escobar dans ces communautés. Cependant, il est essentiel de reconnaître que cette générosité s'accompagnait d'une violence extrême et d'une mise en danger constante des civils par le biais de ses activités criminelles. L'exagération concernant la bienveillance d'Escobar masque souvent les réalités du conflit armé qu'il a alimenté. La guerre violente entre cartels et forces de l'ordre a engendré des milliers de morts, civils compris. Le réseau d'Escobar était responsable de nombreux assassinats ciblés, d'enlèvements et d'attentats à la bombe. La puissance économique que lui conférait le trafic de drogue fut aussi une source de corruption politique et judiciaire, minant les structures étatiques. Ces aspects, parfois occultés par les récits populaires, montrent une face bien différente du personnage, plus sombre et ancrée dans la criminalité organisée. Un autre mythe tourne autour de la prétendue omniprésence d'Escobar, affirmant qu'il contrôlait chaque aspect de la société colombienne. S'il est vrai qu'il exerçait une influence considérable, cette image est cependant amplifiée. La réalité du quotidien colombien demeurait complexe, avec de multiples acteurs entretenant des rapports de force variés. Des familles, des groupes politiques et d'autres cartels rivaux limitaient l'emprise directe d'Escobar. La situation n'était ni uniforme ni homogène, contrairement à certains récits simplifiés. Cette nuance permet de mieux saisir les limites de son pouvoir, tout en reconnaissant son rôle central dans cette époque. L'importance culturelle des mythes liés à Escobar dépasse la Colombie. Dans le monde entier, il est devenu une figure quasi mythologique, au cœur d'histoires, de films et de séries télévisées. Ces productions contribuent à la diffusion de stéréotypes, parfois éloignés des faits historiques, nourrissant une fascination ambiguë. Ce phénomène illustre comment une personnalité historique peut devenir un symbole aux significations diverses, selon qu'on la considère à travers un prisme moral ou une simple narration spectaculaire. La construction de cette image médiatique complique la distinction entre histoire et fiction. Les traditions orales colombiennes jouent aussi un rôle dans la transmission de ces mythes. Dans certaines régions, les récits de la vie d'Escobar se transmettent comme des contes populaires, mêlant des anecdotes vérifiables à des éléments folkloriques. Ces histoires, parfois exagérées, reflètent les espoirs, les peurs et les blessures d'une société marquée par la violence et les inégalités. Elles expriment aussi une forme de résistance culturelle, en donnant une voix aux populations souvent marginalisées dans les discours officiels. Ce rapport entre mémoire collective et construction identitaire est central pour comprendre l'impact durable d'Escobar. Par ailleurs, plusieurs aspects de la vie d'Escobar ont été sujets à une mythification sans fondement solide. Par exemple, l'idée qu'il disposait de tunnels secrets sophistiqués pour échapper à la police est parfois embellie avec des descriptions très précises et intrigantes. Certes, certains tunnels furent découverts et utilisés, mais leur existence ne signifiait pas une invulnérabilité totale
ni une technologie exceptionnelle. Ces détails ont été amplifiés par des récits sensationnalistes, renforçant l'image d'un génie criminel mythique plutôt que celle d'un trafiquant humain faillible. Enfin, la représentation d'Escobar comme un homme guidé exclusivement par l'appât du gain est également incomplète. S'il cherchait manifestement à accroître sa fortune, ses motivations incluaient aussi la quête de pouvoir et de reconnaissance sociale. L'étude des documents de l'époque révèle un homme conscient de son influence sur la nation et prêt à utiliser divers leviers pour asseoir sa domination. Cet aspect souligne la complexité psychologique du personnage, qui dépasse la simple figure d'un criminel. Il est à la fois un produit de son contexte historique et un acteur actif dans la transformation sociale et politique du pays. Le dépassement des mythes entourant Pablo Escobar nécessite une analyse rigoureuse, permettant d'intégrer les faits aussi bien que les croyances populaires. Cette démarche, loin d'effacer la dimension mythique, invite à une compréhension enrichie des mécanismes à l'œuvre dans la construction de cette légende. La coexistence de différentes visions montre combien l'histoire peut être fragmentée et instrumentalisée, surtout lorsqu'elle concerne des figures aussi controversées. Cette réflexion prépare à appréhender par la suite les conséquences concrètes de cette ambivalence sur la société colombienne contemporaine. L'impact social et économique du narcotrafic. L'histoire du trafic de drogue en Colombie, incarnée par la figure de Pablo Escobar, exerce une influence profonde et durable sur la société et l'économie locale, ainsi que sur la perception internationale du pays. Cette industrie clandestine, bien que génératrice de richesses colossales, a instauré un climat complexe, mêlant développement économique et tension sociale. L'impact social ne se limite pas aux effets visibles de la violence, mais s'étend aux transformations culturelles et à la restructuration des réseaux communautaires. Il est essentiel de comprendre ces dynamiques pour saisir l'ampleur des conséquences engendrées. Sur le plan économique, le narcotrafic a créé une économie parallèle imposante qui a injecté des capitaux dans diverses régions rurales et urbaines. Ces apports financiers ont conduit à des améliorations infrastructurelles localisées, telles que la construction de routes et d'écoles, donnant parfois l'illusion d'un progrès tangible. Cependant, cette prospérité est souvent apparue inégale et temporaire, dépendante des fluctuations du marché mondial de la drogue et des interventions étatiques. Ainsi, le contraste entre l'enrichissement de certains et la marginalisation de nombreux autres membres de la société s'est accentué. Le narcotrafic a également modifié les rapports sociaux au sein des communautés. Il a engendré des réseaux de loyauté qui dépassent les cadres traditionnels, en intégrant des figures considérées tour à tour comme protecteurs et oppresseurs. Cette ambivalence a contribué à forger un mythe entourant certains trafiquants, présentés par leurs sympathisants comme des héros populaires ayant combattu un système perçu comme injuste. Ce phénomène reflète une réalité sociale où l'État peine à affirmer son autorité, donnant lieu à une forme de gouvernement parallèle exercé par des acteurs illégaux. La violence associée au trafic de drogue a profondément marqué la vie quotidienne des Colombiens. Les affrontements entre cartels, ainsi qu'avec les forces de l'ordre, ont engendré un climat d'insécurité persistant. Les pertes humaines, les déplacements forcés et la psychose collective ont laissé des cicatrices durables dans la conscience nationale. Ces traumatismes influencent encore la mémoire collective et la manière dont différentes générations perçoivent cette période de l'histoire récente. Au niveau international, l'image de la Colombie a été fortement affectée par son association avec le narcotrafic. Les médias mondiaux ont souvent privilégié une représentation centrée sur la criminalité et la violence, occultant parfois la richesse culturelle et la diversité du pays. Cette stigmatisation a eu des répercussions sur les relations diplomatiques, le tourisme et les opportunités économiques, bien que le pays ait entrepris des efforts significatifs pour améliorer son image et renforcer ses institutions. L'industrie de la drogue a aussi eu pour effet de stimuler certains secteurs économiques légitimes, par la création de circuits financiers complexes visant à blanchir l'argent sale. Ce phénomène a suscité des réformes législatives ainsi que des collaborations internationales renforcées, témoignant de la nécessité d'une réponse coordonnée pour contrer les effets délétères de ce commerce illicite. Ces adaptations ont façonné une nouvelle architecture institutionnelle et un cadre juridique plus robuste afin de mieux protéger la société. Il convient de souligner que le trafic de drogue a également influencé la culture populaire colombienne et internationale. Musique,
cinéma et littérature se sont emparés de cette thématique, reflétant les multiples facettes de ce phénomène avec une variété d'approches narratives. Cette omniprésence culturelle traduit une fascination ambivalente, oscillant entre dénonciation et fascination, ce qui contribue à perpétuer certains mythes et à renouveler le débat autour de l'héritage de cette période. L'économie souterraine engendrée par le narcotrafic a eu des incidences sur les dynamiques du pouvoir local, fragilisant parfois les systèmes démocratiques traditionnels. L'infiltration du crime organisé dans les sphères politiques a été documentée à plusieurs reprises, révélant des mécanismes de corruption et de clientélisme. Ces phénomènes ont compliqué les efforts de construction de l'État de droit, mais ont aussi incité à la mobilisation de la société civile en faveur de réformes profondes. Dans les zones rurales, la culture du pavot et de la coca a souvent remplacé des activités agricoles traditionnelles, modifiant les modes de subsistance des populations. Cette transition a eu des conséquences écologiques notables, telles que la déforestation et la dégradation des sols, impactant la biodiversité et la qualité de vie sur le long terme. Par ailleurs, la dépendance économique à ces cultures illicites rend difficile la réinsertion des exploitants dans des circuits agricoles légaux. L'évolution des cartels et leur démantèlement progressif ont transformé la configuration du trafic, donnant naissance à une fragmentation des organisations criminelles. Cette mutation a engendré de nouveaux types de violences ainsi que des difficultés pour la coopération policière internationale. Néanmoins, ces changements ont aussi ouvert des perspectives pour des stratégies de prévention et de réduction des risques, centrées sur le renforcement des institutions locales et la réinsertion sociale. La perception collective de ce phénomène reste divisée, oscillant entre condamnation morale et reconnaissance des facteurs socio-économiques sous-jacents. Cette ambivalence nourrit un débat complexe sur la responsabilité partagée, ainsi que sur les modalités les plus efficaces pour promouvoir la justice et la paix. Dans ce contexte, la mémoire historique joue un rôle crucial, permettant d'éviter les simplifications et de favoriser une compréhension nuancée des enjeux. L'expérience colombienne illustre ainsi comment un phénomène criminel peut s'inscrire profondément dans la trame sociale et économique d'un pays, affectant durablement ses structures. Cette compréhension est nécessaire pour envisager des approches globales, associant prévention, développement et justice. Ces efforts témoignent d'une volonté de transformation, visant à construire un avenir où les effets délétères du narcotrafic ne pèseront plus sur les générations futures. En poursuivant l'analyse, il est important d'explorer maintenant les mécanismes spécifiques par lesquels cet héritage influence la politique contemporaine et les défis actuels en matière de sécurité nationale, afin de mieux cerner les perspectives d'évolution et les stratégies envisagées pour surmonter ces obstacles. La traque et la chute. La quête pour capturer Pablo Escobar représente un événement majeur dans l'histoire récente de la Colombie. Dès son ascension au sommet du trafic de drogue, il devint la cible prioritaire des autorités nationales et internationales. Son influence dépassait largement le cadre du crime organisé, englobant une véritable guerre contre l'État, mêlée à une stratégie complexe de corruption et d'intimidation. Cette dimension rendait l'opération policière d'autant plus délicate, exigeant une coordination rigoureuse, une analyse stratégique poussée et une détermination sans faille. La lutte pour sa capture a duré plusieurs années, témoignant de l'ampleur du défi que constituait la mise hors d'état de nuire d'un homme aussi puissant. Les forces de l'ordre dédiées à cette mission provenaient de différents corps et pays. La collaboration entre la police colombienne, les forces armées nationales et des agences étrangères telles que la DEA était essentielle pour rassembler informations et ressources. Le travail consistait à infiltrer les réseaux complexes de communication, à surveiller les mouvements du cartel et à identifier les lieux susceptibles d'abriter Escobar. La traque impliquait aussi la collecte de renseignements humains, c'est-à-dire le recrutement d'informateurs et d'anciens complices, permettant ainsi de restreindre ses zones de liberté et d'affaiblir son influence locale. Cette combinatoire d'efforts permit d'établir graduellement une carte précise de ces opérations clandestines. Un tournant décisif survint lorsqu'une petite unité spéciale fut constituée pour se consacrer exclusivement à la recherche d'Escobar. Cette équipe était formée d'experts en renseignement, de tireurs d'élite, de négociateurs et de stratèges qui devaient travailler dans la discrétion la plus absolue. Leur objectif
était d'éviter les dommages collatéraux, car le narcotrafiquant avait un habitant au sein de nombreux quartiers populaires, ce qui compliquait considérablement les actions armées. Ayant recours à des techniques de surveillance électronique avancées et une opération de longue haleine, cette unité réussit petit à petit à isoler le chef du cartel. Chaque coup porté était calculé, évitant les confrontations frontales qui auraient pu provoquer un bain de sang. La traque ne se limitait pas à la dimension policière, car elle s'inscrivait également dans un contexte politique tendu. Les pressions venues de la communauté internationale, notamment des États-Unis, incitaient le gouvernement colombien à agir avec fermeté. Parallèlement, les liens qu'Escobar entretenait avec certains représentants corrompus compliquaient les décisions à prendre. Cela nécessitait une vigilance continue, la mise en place d'un système de contre-espionnage et une politique stricte de purification des forces sécuritaires. Cette phase renforça la cohésion au sein des équipes engagées et augura des succès futurs, essentiels pour aboutir à la chute définitive du baron de la drogue. Le moment culminant de cette chasse se déroula au début des années 1990. Après plusieurs tentatives d'évasion et de plans d'exfiltration, les forces spécialisées réussirent à localiser précisément Pablo Escobar dans une résidence située dans la ville de Medellín. Cette opération fut conduite avec une minutie remarquable pour minimiser les risques de fuite. La stratégie adoptée comprenait un encerclement complet, la coupure des communications extérieures et une mise en place d'équipes prêtes à intervenir rapidement à la moindre opportunité. Ce fut un exercice d'endurance, de patience et de coordination, reflétant le professionnalisme acquis au fil de la traque. Le jour de l'arrestation, bien que Escobar ait opposé une résistance acharnée, l'intervention des forces de sécurité fut décisive. Une courte fusillade eut lieu, illustrant la détermination des deux parties, mais aussi la supériorité tactique des autorités. La capture d'Escobar ne signifiait cependant pas la fin immédiate de la violence en Colombie, car son influence perdurait à travers ses anciens complices et les réseaux qu'il avait bâtis. Néanmoins, cet événement marqua un tournant dans la lutte contre le narcotrafic, démontrant que même les figures les plus puissantes pouvaient être vaincues grâce à un effort collectif et méthodique. L'après-capture révéla les conséquences profondes de l'empire d'Escobar sur la société colombienne. Les forces de l'ordre purent ainsi entamer le démantèlement du cartel, saisissant des biens, perturbant les flux financiers et procédant à des arrestations massives. Cette phase engagea également une réflexion importante sur la politique intérieure et la réconciliation nationale, permettant de restaurer la confiance dans les institutions. Les moyens judiciaires, policiers et sociaux furent renforcés pour prévenir la résurgence d'un phénomène semblable. L'héritage laissé par Pablo Escobar incite les autorités à adopter une approche intégrée mêlant sécurité, éducation et développement. Cette analyse met ainsi en lumière les mécanismes opérationnels et humains à l'œuvre dans cette période cruciale. La succession des étapes, allant de la collecte d'informations jusqu'à l'intervention finale, révèle un processus long et laborieux. Pourtant, chaque décision prise et chaque action menée contribuèrent à affaiblir de manière progressive un homme qui avait longtemps échappé à la justice. La patience et la persévérance furent donc des clés essentielles de cette réussite. L'exemple d'Escobar sert également à rappeler que la violence ne constitue jamais une réponse durable face à des problèmes complexes de société. Alors que le récit de cette opération touche à sa fin, il devient évident que derrière la figure controversée de Pablo Escobar se cachent des enjeux bien plus larges. La confrontation entre un individu et l'État reflète en réalité une bataille idéologique, économique et sociale. Dans cet affrontement, les outils du droit et de la démocratie doivent toujours primer sur la force brute. Les actions entreprises pour capturer et neutraliser Escobar illustrent cette volonté de privilégier des méthodes organisées et respectueuses des principes. Cette perspective permet de comprendre l'importance d'une gouvernance transparente et responsable pour prévenir les excès futurs. Ce récit se poursuit naturellement vers l'étude des conséquences à long terme de la disparition d'Escobar, tant sur le plan national qu'international. Il convient d'examiner comment la Colombie a su reconstruire son image, renforcer ses institutions et s'adapter à un nouveau contexte sécuritaire. Ces transformations représentent une étape incontournable pour mesurer l'impact réel de la chute de ce célèbre baron de la drogue. Les chapitres suivants
offriront une vue approfondie sur ces évolutions et sur la manière dont elles ont influencé la société contemporaine. L'héritage et la mémoire collective. Le personnage de Pablo Escobar continue de susciter une ambivalence profonde au sein de la société colombienne, oscillant entre rejet catégorique et fascination persistante. Cette dualité trouve son origine dans la complexité de son héritage, à la fois matériel et symbolique, qui dépasse largement le cadre de ses actions criminelles. D'une part, Escobar est responsable d'une violence sans précédent qui a plongé la Colombie dans un chaos durable. D'autre part, certaines franges de la population le considèrent encore comme un héros populaire, un protecteur qui a su redistribuer les richesses de manière informelle et répondre à des besoins sociaux que l'État n'avait pas su combler. Cette perception contrastée s'enracine dans un contexte socio-économique où les inégalités et la marginalisation ont été particulièrement marquées. Escobar, venant d'un milieu modeste, a réussi à accumuler une richesse colossale et à s'imposer dans des conditions d'extrême précarité. Sa figure incarne pour certains une forme de revanche sociale, un symbole de réussite imposé face à une élite politique et économique souvent perçue comme corrompue et distante. Pourtant, il faut souligner que cette admiration ne saurait occulter l'ampleur de la terreur qu'il a instillée à travers son empire du narcotrafic. Sur le plan historique, Pablo Escobar s'inscrit dans une période où l'État colombien était fragilisé et incapable d'assurer la sécurité et la justice sur l'ensemble du territoire. Son ascension est concomitante à la montée en puissance du narcotrafic dans les années 80, qui s'est imposé comme un phénomène à la fois criminel et économique, influençant profondément la société. Ce contexte a permis à Escobar d'étendre son influence non seulement par la violence, mais aussi par des stratégies d'intégration sociale, notamment via le financement d'infrastructures, la construction de logements pour les plus démunis et le patronage de divers projets communautaires. La mémoire collective autour d'Escobar est également nourrie par une série de récits et de mythes qui oscillent entre réalité et légende. Certains le présentent comme un Robin des Bois moderne, mettant en avant ses dons aux populations pauvres de Medellín. D'autres insistent sur le lourd tribut payé par la société, incarné par des milliers de victimes de la guérilla, des policiers, des juges et des civils innocents. Ces narrations contradictoires sont le reflet de tensions persistantes autour de la façon dont on doit commémorer ou condamner une figure aussi ambivalente. Les modalités de transmission de cette mémoire jouent un rôle clé dans la perpétuation du mythe. Les médias, la littérature, le cinéma et les séries télévisées contribuent à façonner une image souvent simplifiée ou dramatisée. Ces productions suscitent un intérêt mondial tout en influençant la perception locale. Par exemple, la série très populaire évoque notamment les aspects spectaculaires du trafic de drogue et la vie privée d'Escobar, parfois au détriment d'une analyse plus rigoureuse de son impact sociopolitique. Cette manière de raconter tend à cristalliser l'image de Pablo Escobar dans une dimension presque romanesque. Cependant, la réhabilitation critique de son image rencontre une résistance importante au sein de la société colombienne. La douleur, les blessures et les pertes associées à son règne violent ne peuvent être occultées par des représentations simplificatrices. L'État, quant à lui, s'efforce depuis des années de restaurer la mémoire des victimes et de renforcer les institutions pour prévenir la résurgence de ce type de pouvoir parallèle. Ce travail de mémoire institutionnelle s'appuie sur une démarche de vérité et de justice qui est indispensable pour reconstruire le tissu social. Au-delà du rôle historique, l'héritage d'Escobar influence aussi les débats contemporains autour de la sécurité, de la politique antidrogue et de la lutte contre la corruption. Ces méthodes brutales ont dévoilé les failles d'un système faible face aux puissances mafieuses. Ces enjeux restent au cœur des préoccupations colombiennes, alors que le pays cherche à consolider une paix durable après des décennies de conflits armés. La figure d'Escobar sert ainsi de mise en garde contre les dangers de la criminalité organisée et le pouvoir incontrôlé qu'elle peut exercer. La complexité de cet héritage se traduit aussi dans les dynamiques sociales et économiques actuelles. Certaines régions marquées autrefois par la violence restent plongées dans la pauvreté, tandis que la narculture continue d'exercer une certaine attraction. Cette culture, avec ses codes et ses symboles, contribue à la construction d'identité et à la narration d'une expérience collective douloureuse mais aussi résiliente. La coexistence de ces dimensions
illustre la difficulté de surmonter un passé marqué par la contradiction entre atrocité et solidarité improvisée. Enfin, il convient de souligner que l'étude de cette mémoire collective est un travail en cours, évoluant au rythme des générations et des changements politiques. Les jeunes Colombiens, parfois éloignés des événements, développent des perceptions nouvelles qui contribuent à réinterpréter le phénomène Escobar. Le passage du temps permet d'aborder ce sujet avec plus de distance, tout en conservant la nécessité de garder une conscience critiquement informée. Cette réflexion collective est indispensable pour construire un futur où les leçons du passé seront intégrées dans une démarche de réconciliation durable. Cette analyse invite à considérer Pablo Escobar non seulement comme une figure historique, mais aussi comme un miroir des contradictions sociales colombiennes. Son héritage, marqué par la violence et la générosité ostentatoire, continue de traverser les imaginaires et les débats. La complexité de cette figure illustre combien la mémoire peut être polysémique, mêlant rejet et fascination dans un même souffle. Ainsi se dessine un portrait nuancé et évitant toute simplification hâtive, éclairant les enjeux de la mémoire collective colombienne dans son ensemble. La richesse de ce sujet appelle à explorer plus avant les répercussions contemporaines de cette mémoire collective sur la société colombienne et ses institutions. Cette exploration se fera en abordant la manière dont les héritages personnels et politiques d'Escobar influencent les formes actuelles de gouvernance et la relation entre citoyens et pouvoir public. Point crucial pour comprendre les défis auxquels le pays est confronté. La dualité entre démons et héros populaires. La figure de Pablo Escobar incarne une des dualités les plus marquantes dans l'histoire contemporaine, opposant le démon impérialiste à un héros populaire profondément enraciné dans diverses couches sociales. Né dans une modeste famille de la région Antioquia en Colombie, Escobar a su, au fil du temps, s'imposer non seulement comme un baron de la drogue redouté, mais aussi comme un personnage mythique, souvent idéalisé dans certains milieux. Ce paradoxe résulte en partie des conditions socio-économiques complexes dans lesquelles il a évolué. Issu d'un environnement marqué par la pauvreté et les inégalités, Escobar a compris comment exploiter les failles du système colombien tout en utilisant ses ressources pour gagner l'appui populaire. Son ascension s'est faite dans les années 1970, à une époque où la demande mondiale pour la cocaïne augmentait de manière exponentielle. Parallèlement à ses activités criminelles, il a investi dans des projets sociaux comme la construction de logements ou le financement d'écoles. Actes qui forgèrent son image d'homme du peuple. Ce contraste provoque un débat continuel entre ses actes criminels et son prétendu engagement social. Les historiens insistent sur le fait qu'Escobar ne se limitait pas à une simple figure de bandit. Il agit également comme un agent social, capable de manipuler les structures politiques et économiques de son pays. En finançant des infrastructures et en redistribuant une partie de sa fortune, il répondait à un vide laissé par l'État, insuffisant pour couvrir les besoins essentiels de nombreuses communautés. Ce rôle quasi philanthropique, bien que teinté d'un intérêt personnel évident, explique en partie pourquoi certains segments de la population le considèrent comme un protecteur, voire une sorte de Robin des Bois moderne. Cependant, au-delà de cette dimension, il est crucial de rappeler la violence systématique qui caractérisait son empire criminel. Escobar est responsable d'actes qui ont profondément déstabilisé la Colombie, engendrant des milliers de morts, aussi bien parmi les forces de l'ordre que dans la population civile. Cette violence s'est traduite par des assassinats politiques, des attentats à la bombe et une corruption massive, alimentant un climat de peur et d'insécurité durable. Ce versant sombre de sa personnalité lui vaut l'étiquette d'ennemi public, voire de démon dans l'imaginaire collectif, ce qui contraste fortement avec son image de bienfaiteur local. Le mythe d'Escobar est également nourri par la culture populaire, notamment à travers les médias, les films et les séries qui exploitent cette dualité. Ces représentations oscillent entre fascination et condamnation, offrant souvent une version édulcorée ou romantique de son histoire. Ce phénomène contribue à brouiller davantage les frontières entre réalité et fiction dans l'esprit des observateurs, renforçant ainsi la complexité de son héritage historique. La popularité croissante des récits sur Pablo Escobar soulève la question de la manière dont la mémoire collective sélectionne certains aspects au détriment d'autres. Dans une perspective plus large,
l'étude d'Escobar permet de comprendre les dynamiques qui lient pouvoir, criminalité et société dans les contextes marqués par l'exclusion et la marginalisation. Sa carrière reflète les failles d'un système où la légalisation du commerce et l'intervention de l'État dans la justice et la sécurité sont perçues comme insuffisantes. Ce constat explique pourquoi certains individus et groupes se tournent vers des figures non conventionnelles pour trouver protection et stabilité, même au prix de leur propre légalité. L'attrait d'Escobar s'inscrit ainsi dans un phénomène sociologique complexe, au carrefour de la politique, de l'économie et de la culture. Par ailleurs, la trajectoire d'Escobar illustre aussi les limites d'un modèle fondé sur la violence et la corruption. Malgré son influence colossale dans les années 1990, son empire a fini par s'effondrer sous la pression combinée des autorités locales et internationales. Sa mort en 1992 marqua un tournant signifiant dans la lutte contre le narcotrafic en Colombie. Toutefois, le vide laissé par sa disparition donna naissance à d'autres groupes criminels, témoignant de la perpétuation de ce phénomène complexe. Cette postérité rappelle que les racines du conflit sont bien plus profondes que le simple individu. En approfondissant la figure d'Escobar, il est également essentiel d'envisager l'impact de la globalisation sur le trafic de drogue et les transformations des réseaux criminels. L'internationalisation des marchés et la demande croissante en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs ont créé un contexte propice à l'essor de ces empires. Escobar, en tant que pionnier dans ce domaine, a su tirer parti d'une mondialisation encore naissante pour asseoir sa domination. Sa capacité à naviguer entre différentes juridictions et cultures illustre la complexité nouvelle du crime organisé à l'époque moderne. Dans le même temps, la fascination suscitée par Escobar reflète une quête d'identification et de compréhension face à des réalités difficiles. Sa double identité, à la fois diabolique et héroïque, interpelle sur les formes multiples que peut prendre le pouvoir dans des sociétés fracturées. La figure d'Escobar véhicule ainsi des enseignements sur la manière dont la marginalité et la criminalité peuvent s'entrelacer à des situations socio-historiques particulières, suscitant débats et controverses. Cette ambivalence invite à une réflexion approfondie sur les mécanismes de la violence et ses conséquences sociétales. Enfin, considérer Pablo Escobar uniquement sous l'angle du mal absolu ou du héros populaire serait simpliste. Il est plus juste de le percevoir comme un produit de son temps, à la croisée des chemins entre l'économie licite et illicite, l'espoir social et la terreur. Son histoire demeure une leçon précieuse sur les défis auxquels sont confrontées de nombreuses sociétés, confrontées à la pauvreté, à la corruption et aux inégalités. Elle rappelle aussi que les figures historiques ne se réduisent jamais à un seul rôle, mais s'inscrivent dans un continuum complexe où légende et réalité se mêlent. Ainsi se termine cette analyse de la dualité incarnée par Pablo Escobar, entre démons et héros populaires, ouvrant la voie à la prochaine exploration concentrée sur les transformations du trafic de drogue après son décès et ses répercussions durables sur la Colombie contemporaine. Une histoire inscrite dans des cadres plus larges. L'histoire de Pablo Escobar s'inscrit dans un contexte beaucoup plus vaste que celui d'un simple trafiquant de drogue. Son ascension et sa chute reflètent des dynamiques sociales, économiques et politiques complexes du XXe siècle, particulièrement en Amérique latine. Le trafic de drogue, bien qu'il paraisse marginal, est en réalité lié à des transformations profondes des sociétés contemporaines, qu'il s'agisse de la mondialisation, des inégalités ou des conflits institutionnels. Le système mondialisé a favorisé la circulation non seulement des capitaux et des marchandises, mais aussi des substances illicites. Les narcotrafiquants comme Pablo Escobar ont su exploiter ces réseaux pour bâtir des empires. Leur influence n'a pas seulement touché le monde criminel, elle a aussi modifié les équilibres politiques au niveau local et international. Ce phénomène ne peut donc être réduit à une simple criminalité, mais doit être compris comme un élément d'une histoire globale. L'Amérique latine, durant la seconde moitié du XXe siècle, a traversé des périodes de croissance économique rapide, suivies d'instabilité majeure. La croissance démographique et l'urbanisation ont creusé les inégalités sociales, créant un terreau fertile pour les acteurs illégaux. Dans ce contexte, Escobar a réussi à se présenter comme une figure ambivalente, à la fois pourfendeur du système et acteur de l'ombre. Il a cultivé une certaine image de Robin des Bois.
finançant des infrastructures et soutenant des communautés défavorisées. Cette dualité est une constante dans l'analyse de son personnage. Escobar a incarné à la fois la menace et l'espoir pour une partie de la population. Il a bouleversé les codes traditionnels en mêlant violence extrême et stratégie d'influence bien établie. Il a investi dans le politique, dans les médias, et a provoqué un déplacement des rapports de force classiquement établis entre pouvoirs publics et groupes armés. Cette complexité témoigne des tensions profondes au sein de la société colombienne. Les racines historiques du trafic de drogue remontent bien avant Escobar, mais son épopée a représenté un tournant en termes d'ampleur et d'impact. La demande croissante en produits illicites dans le monde occidental, conjuguée à la faiblesse relative des institutions dans certains pays producteurs, a permis l'émergence de véritables empires criminels. De plus, la dimension géopolitique de la guerre contre la drogue a accru la visibilité et parfois la légitimité indirecte de ces acteurs. Le phénomène Escobar ne peut être dissocié des stratégies internationales des États-Unis et d'autres pays influents. La lutte contre le narcotrafic a souvent servi à justifier des interventions militaires ou politiques, accentuant fréquemment les instabilités locales. La complexité des alliances entre cartels, milices et gouvernements camoufle la réalité d'un combat inégal, marqué par des compromis souvent impensables pour les sociétés civiles. Sur le plan culturel, l'image d'Escobar a été largement mythifiée, au point de devenir un symbole ambivalent dans la conscience collective. Pour certains, il reste un personnage fascinant, un reflet des contradictions de l'époque. Pour d'autres, un exemple tragique des dérives du pouvoir et de la violence. Cette ambivalence alimente non seulement des recherches académiques, mais aussi des productions artistiques, cinématographiques et littéraires, qui contribuent à entretenir la mémoire de cette période. Enfin, comprendre Escobar, c'est aussi appréhender les questions liées aux inégalités dans les sociétés contemporaines. Le phénomène du narcotrafic exprime une contestation indirecte de l'ordre établi, une forme de sous-culture répondant à des conditions économiques défavorables et à un sentiment de marginalisation. Cette réalité offre une clé de lecture essentielle pour analyser les enjeux de la Colombie et, plus largement, des sociétés en mutation. L'histoire de Pablo Escobar, bien qu'extrême, s'inscrit donc dans des cadres plus larges. Elle invite à une réflexion où le crime organisé et la politique s'entrelacent, où le local rencontre le global et où le phénomène social transcende le seul homme. Ce récit complexe et ambivalent offre un miroir des défis majeurs du XXe siècle, en particulier dans ces régions où le développement et la souveraineté restent des objectifs fragiles. La trajectoire de tels personnages invite à dépasser les simplifications habituelles. Comprendre son histoire nécessite d'intégrer les dimensions économiques, sociales et politiques qui ont permis son existence et sa prolifération. C'est une invitation à penser le monde sous ses multiples angles, loin de toute glorification hâtive ou condamnation simpliste, mais dans une approche balancée et mesurée. Cette perspective calme permet aussi de mieux appréhender les conséquences contemporaines de ce contexte historique. Aujourd'hui encore, les stigmates du trafic de drogue persistent dans de nombreuses régions, et les débats sur les moyens de lutte ou de prévention restent ouverts. La mémoire collective doit donc intégrer ces éléments afin de construire des réponses mieux adaptées aux réalités actuelles. À travers cette analyse posée, l'histoire d'Escobar cesse d'être un simple fait divers sensationnel pour devenir un cas d'étude permettant de comprendre les logiques profondes du pouvoir et de la contestation. Ce regard distant révèle combien les mécanismes de la criminalité organisée participent aussi à redessiner les contours des sociétés où ils s'enracinent. À présent, il devient possible de prolonger cette réflexion en examinant plus spécifiquement les mécanismes internes des cartels, leur fonctionnement, leurs stratégies et leurs impacts sur les dynamiques régionales. Cette approche fournira une compréhension approfondie des enjeux contemporains liés au trafic de drogue et à ses répercussions multiples.